Amis de la CCTV, bonjour. Alors, ça veut dire quoi ce CCTV? C'est l'acronyme anglais de Closed Circuit Television, à savoir en français, télévision en circuit fermé. Et la télévision en circuit fermé, ça existe depuis très longtemps. Je dirais même ça existe quasiment depuis les débuts de la télévision, mais pendant très longtemps, c'est des solutions qui ont été réservées à des professionnels pour la sécurité. Voilà, en gros, c'était tous les systèmes de caméras, voilà, avec des magnétoscopes, avec des bandes, des trucs comme ça, ou de surveillance dans des banques, enfin tout ce genre de choses. Et c'était vraiment, je veux dire, très peu développé chez les particuliers, sachant que d'abord ça coûtait cher, c'était volumineux, et ainsi de suite. Mais avec l'amélioration des technologies, en particulier le fait de ne plus être obligé d'utiliser ces tubes Vidicon là pour les caméras qui nécessitaient de la haute tension, qui étaient importants et tout, on a pu miniaturiser les caméras grâce aux technologies CCD et surtout baisser énormément les coûts. Bah, c'est des systèmes qui ont commencé à se démocratiser. Alors, au début, c'était plutôt des systèmes quand même par fil ou par radio. Qui permettait comme ça déjà de mettre des caméras chez soi. Et moi, je sais que déjà à l'époque, j'avais commencé à en mettre comme ça. Mais après, surtout avec l'amélioration et la standardisation un petit peu d'Internet, de plus en plus sont apparues des caméras qu'on appelle IP, qui sont des caméras donc qui se permettent de se brancher sur le Wi-Fi ou votre réseau local, et peuvent comme ça être exploités. Et en même temps, les prix ont énormément baissé. Maintenant, on en trouve, j'en ai vu des fois à moins de 20 euros. Après, selon la qualité, sachant ce qu'ils peuvent faire, c'est plus ou moins cher. Et ça a été fait vraiment, comme on va le voir, pour maintenant être beaucoup plus facile. Je dirais même, enfin, les constructeurs disent, même si vous ne connaissez rien, vous prenez la caméra, vous la branchez, vous suivez le mode d'emploi, et hop, vous pouvez regarder ce qui se passe chez vous de partout dans le monde. Donc ça, c'est le côté plutôt bien de la chose. On va voir qu'il y a éventuellement aussi des petits risques à côté qui sont pas forcément indiqués par les fabricants. Et alors en même temps, dans les choses que j'ai à faire pendant mes vacances, j'ai aussi justement la modernisation un petit peu de mon réseau de caméras, parce que c'est pareil, au fur et à mesure que les technologies évoluent, je les fais évoluer, puis il y en a qui vieillissent, enfin voilà, il y en a que j'ai eu pendant plusieurs années et qui commencent un petit peu à tirer la gueule. Et donc là, j'ai même reçu 2 modèles que je voulais vous présenter, mais je me suis dit, avant de vous les présenter, je pense que c'est utile quand même justement de refaire un petit rappel sur un peu le principe de ces caméras et les points importants à connaître, parce que sinon ça aurait fait une vidéo un petit peu longue. Donc je vous ai fait un petit PowerPoint de présentation et je vous propose de regarder ça ensemble. Allons-y. Alors voyez un petit peu comment fonctionnent ces fameuses caméras IP. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a énormément de types. En gros, déjà, on peut voir qu'il y a des modèles qui sont faits plutôt pour fonctionner en intérieur, par exemple comme ces modèles-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément étanches et faits pour résister à la pluie, aux intempéries. Il y en a qui sont beaucoup plus faits pour justement être mis à l'extérieur. Il y en a qui possèdent un éclairage. Alors, on voit souvent c'est toutes ces rangées de LED qu'il peut y avoir, sachant qu'il y en a qui ont des éclairages infrarouges. C'est-à-dire que ça permet de voir la nuit, alors souvent avec une image en noir et blanc, mais on pourra quand même filmer de nuit, alors que visuellement, on ne voit absolument aucune lumière. Alors qu'il y en a d'autres qui éclairent pour de bon. Il y en a, par exemple, qui sont couplés à des détecteurs de mouvement. Il y en a où, à distance, on peut lancer l'éclairage. Voilà, il y a énormément de modèles. Au niveau du son, pareil, il y en a où il y a juste l'image, d'autres qui enregistrent ou qui permettent d'écouter ce qui se passe. Il y en a même qui ont une fonction interphone. C'est-à-dire que on peut, par exemple, il y a un haut-parleur dans la caméra, et on peut à distance parler à la personne qui est filmée, ce qui permet un petit peu une fonction interphone. Au niveau de l'alimentation, alors ça peut être alimenté par fil, il y a carrément une alimentation qui peut être de 12 volts, de 5 volts. Ça peut être par le Power over Ethernet, ça c'est une chose intéressante, qui permet avec un seul câble de faire à la fois la liaison données et d'alimentation. Il y en a qui ont de l'alimentation solaire, ça peut être pratique si c'est une caméra Wi-Fi par exemple qui est distante à un endroit où il n'y a pas d'alimentation. Ça peut être par batterie, par pile, enfin voilà. Et honnêtement, il y a énormément de modèles. Et il y en a aussi qui sont fixes, c'est-à-dire qui filment toujours le même endroit. Mais il y en a qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'à distance, on va pouvoir les piloter. Par exemple, on voit c'est ce genre de boules là, qui, à distance, on peut les faire tourner. Alors, souvent, on va retrouver l'acronyme PTZ pour Pan, Tilt, Zoom. C'est-à-dire Pan, c'est-à-dire qu'elles peuvent tourner comme ça, de façon panoramique, si on veut. Tilt,
elles peuvent basculer comme ça, et zoom, bah, c'est que, voilà, enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'un zoom, sachant que sur les caméras, je veux dire, relativement bas de gamme comme ça, c'est plutôt un zoom numérique, c'est assez rare quand même d'avoir des vrais zooms optiques, sachant que sur des modèles pro, souvent il y a les deux, il y a zoom optique plus numérique, enfin ça coûte un petit peu plus cher. Et il y a aussi des systèmes autonomes complets, je reviendrai à la fin sur ces systèmes-là qui ont éventuellement certains intérêts, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les caméras, mais il y a aussi un boîtier qui fait qu'on peut les utiliser directement sans avoir besoin d'un PC ou de quoi que ce soit. Donc le principe, ce sont donc des caméras qui sont reliées soit par câble réseau, soit par Wi-Fi à votre réseau local, et que derrière on peut donc consulter. Et pareil, on peut les consulter soit du réseau, soit de l'extérieur, typiquement avec un téléphone mobile par exemple. Et ces deux cas, on va voir, ils utilisent des fonctionnements un petit peu différents, et il faut bien comprendre la différence. C'est soit on les consulte en local seulement, soit depuis l'extérieur de votre réseau, soit les deux. On va voir pourquoi. Alors justement, sans rentrer dans la technique des réseaux et tout, globalement, comment se présente, je veux dire, l'installation qu'on a quasiment tous chez nous quand on a Internet. Généralement, on a ce qu'on appelle une box Internet. Alors, ça peut être quel que soit le provider, ça peut être Free, Orange, enfin, qui on veut. Et c'est cette box qui va être reliée à Internet via une connexion ADSL, fibre ou tout ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est celle-là qui va avoir cette liaison. Et cette box va après permettre de faire ce qu'on appelle un réseau local, en anglais on appelle ça un LAN, un Local Area Network, sur lequel vont être connectées différentes choses. Donc soit câblés par exemple des PC, là par exemple dans mon exemple j'ai mis 2 PC, mais ça peut être des périphériques, par exemple typiquement une imprimante, un scanner, ce qu'on veut, et éventuellement aussi ce LAN peut être Wi-Fi. Là par exemple on verrait, je sais pas, typiquement une tablette qui est ici connectée sur ce Wi-Fi local. Alors, ça peut être Wi-Fi et câblé, ou le un ou l'autre, enfin, voilà. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'on va avoir. Alors bon, je vais pas rentrer ici dans ce que c'est que les adresses IP, mais rapidement quand même, ce qu'il faut comprendre, cette adresse IP en gros c'est un petit peu comme un numéro de téléphone. Chaque appareil connecté sur le réseau doit avoir une adresse IP qui est différente pour chaque appareil, sachant que vu de l'extérieur, généralement, on n'en a qu'une qui est attribuée, c'est ce qu'on appelle l'IP public, mais sur le LAN, on peut en avoir autant qu'on veut, mais qui sont propres qu'aux appareils de ce réseau. Par exemple, mon PC ici sur mon LAN peut très bien avoir la même adresse à votre PC sur un LAN, c'est pas du tout gênant. Ce qui serait gênant, c'est qu'on ait la même IP publique, là, par contre, ça serait plus gênant. Enfin, voilà en gros ce qu'on a. Donc quand on va connecter ces caméras, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va venir se mettre exactement comme un autre périphérique. Donc soit en Wi-Fi, pareil, ça va venir se connecter ici sur votre réseau local, soit en filaire, pareil, ça va venir se mettre ici. Quand on est en local, généralement, voilà, on va faire une liaison, par exemple ici entre votre PC et la caméra, et cette liaison, elle va passer par ce réseau local, mais elle n'a rien à foutre d'Internet. Même si Internet marche pas, c'est pas gênant. Si on a fait les réglages qui vont bien, à partir d'une tablette, d'un PC, de ce qu'on veut, on peut éventuellement voir ici ces caméras. Si on veut les consulter de l'extérieur, on pourrait croire que c'est pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais ma tablette ou mon téléphone qui me permettrait, via Internet, là, de me connecter directement ici à ma caméra. Alors en fait, ça marche quasiment jamais comme ça. Alors sans rentrer dans les détails techniques, faire ça c'est compliqué. En gros, tous les systèmes, ils se connectent à des serveurs. Or, pour faire ça, il faudrait que chez vous, en gros, il y ait un serveur et qu'en plus ce serveur soit accessible de l'extérieur. Pour faire ça, c'est pas du tout infaisable, mais de base comme ça c'est complexe, en plus ça pose des problèmes de sécurité et tout. Ce qui fait que chez, je veux dire, la majorité des gens, ça c'est pas possible. Je veux dire, c'est trop compliqué à faire. Et si on veut consulter de l'extérieur, qu'est-ce que font tous les fabricants de base? C'est qu'ils passent par un serveur intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un serveur ici qui est mis en place par un provider quelque part. Généralement, c'est souvent le fabricant de la caméra qui, lui, en gros, va faire la liaison. C'est-à-dire que votre téléphone, par exemple, il va se connecter via GSM sur Internet à ce serveur. Et votre caméra, elle va se connecter via votre box à ce serveur. Et ce serveur qui vous mettra en relation quand il y a besoin. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Et d'ailleurs, il faut faire attention, souvent on s'en rend pas compte, mais si par exemple vous avez installé la caméra en suivant le
le mode d'emploi standard, très souvent, même si de votre LAN, par exemple avec votre navigateur, vous consultez votre caméra, ça passera quand même par le serveur. Très souvent, voilà, vous allez installer la caméra, vous pouvez la consulter de n'importe où, mais même quand vous la consultez de chez vous, vous vous apercevrez que c'est pas direct. Il n'y a pas cette liaison directe entre votre navigateur, par exemple, et la caméra. Ça passe aussi par ce serveur. C'est-à-dire, si vous avez un doute, c'est facile, vous coupez la liaison Internet, puis vous regardez. Si vous pouvez toujours joindre votre caméra, c'est que c'est local. Si ça marche plus sans Internet, c'est qu'en fait, vous êtes aussi dépendant de ce serveur. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Alors, quand on est en local, l'avantage, c'est que les données, ça sort pas du réseau. En gros, c'est un truc vraiment privé. Je veux dire, ça reste chez vous. Généralement, il n'y a pas d'abonnement à payer à un serveur, un truc comme ça. Il n'y a pas de risque de panne, à mesure où, comme vous n'êtes pas lié à un prestataire extérieur, s'il tombe en panne, vous en foutez. Là, il n'y a que le débit du LAN qui compte. C'est-à-dire que même si vous avez un débit Internet pourri, on s'en fout, parce que généralement les LAN ont quand même des débits plus rapides que les box. Alors, avec la fibre, maintenant pas forcément, mais je veux dire pour quand même les gens en ADSL. Si OnVIF, on va voir tout à l'heure ce que c'est que OnVIF, vous avez la possibilité souvent de pouvoir mixer plusieurs marques et de voir au même endroit des caméras de marques différentes. Bien sûr, dans ce cas-là, vous n'avez pas la consultation à distance. Souvent, il faut utiliser un logiciel spécifique, c'est-à-dire que vous devez installer chez vous, sur votre PC par exemple, un logiciel qui est souvent fourni par le fabricant de la caméra. Alors, il existe des caméras, mais c'est de plus en plus rare, en gros, où la caméra elle-même a un serveur HTTP. Donc ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas besoin de logiciel et vous pouvez utiliser votre navigateur web directement pour vous connecter à la caméra. Alors, en fait, ça se fait de moins en moins, ça. Et très souvent, surtout dans le temps, c'était basé soit sur ce qu'on appelle des ActiveX, soit sur Adobe Flash. Or, les ActiveX et Adobe Flash, c'est deux technologies qui, pour des raisons de sécurité, ne sont plus supportées. Et c'est pour ça que là, moi, je vais changer des caméras que j'avais, parce que j'ai des caméras qui marchent comme ça, et maintenant, je peux plus les utiliser à cause de ça. L'usage et l'installation, des fois, ça peut être plus complexe que le truc standard, je veux dire, via serveur. Quand on le fait donc depuis Internet ou smartphone, là, on a la consultation à distance. Il y a des possibilités, souvent ces trucs-là, par exemple, ils peuvent faire des systèmes genre, si ça détecte un mouvement dans certains horaires, dans certains endroits, ça peut, n'importe où vous êtes, ça peut vous envoyer un email, ça peut vous envoyer un SMS, un truc comme ça. Ça peut enregistrer hors du site, alors ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez dire un enregistrement continu, ou un enregistrement pareil que s'il y a des alarmes, des choses comme ça. Mais imaginez quelqu'un qui vient chez vous, qui vole, qui derrière fout le feu pour effacer ses traces. Si vous êtes en local, l'enregistrement il sera brûlé aussi. Là, vous l'aurez quand même, pardon. Et les constructeurs ont fait des efforts de facilitation qui font que l'installation, dans ce mode-là, souvent, si on suit le mode d'emploi, même si on n'y connaît rien, on arrive très facilement à installer la caméra et à dire « Oh, c'est super, avec mon smartphone, je la vois ». Par contre, ce qui n'est pas terrible dans cette solution-là, c'est qu'il n'y a pas du tout d'infos souvent sur le serveur. Alors, les mecs sont super opaques. Il est où ce serveur? Dans quel pays? Il est géré par qui? Avec quel niveau de sécurité? Voilà, généralement, les mecs se marquent tous la phrase bateau, serveur sécurisé, ce qui veut absolument rien dire. Les données sortent et peuvent potentiellement être exploitées, et ça, on va y revenir tout à l'heure. Enfin, non seulement les données sortent, mais en même temps, ça crée une liaison entre votre réseau local et un serveur externe, et on va voir que c'est même pas forcément que les images qui peuvent être exploitées. Des fois, ces gens-là, faut payer un abonnement. Alors souvent, le truc de base, il n'y a pas d'abonnement, mais si par exemple vous voulez enregistrer, ça dépend des fabricants, mais souvent il y a un abonnement, ou alors il y a de la pub, ou des trucs comme ça. Bien sûr, si le fameux site EHS, si un jour par exemple le fabricant arrête son site, votre caméra ne marchera plus. Ça, c'est souvent arrivé. Le débit de la ligne, pour le coup, est à prendre en compte, dans la mesure où la liaison se fait justement via votre box. Et très souvent, c'est pareil, c'est dépendant d'une marque. C'est-à-dire que si vous avez une caméra achetée d'une marque X, elle sera sur le serveur X. Si vous achetez une caméra Y, après, vous pouvez avoir plusieurs serveurs, mais ça peut devenir chiant. C'est-à-dire que si vous avez 3 caméras, 3 trucs différents, faut vous connecter à 3 applis différentes pour aller les consulter. Donc voilà, à un moment donné, il faut bien faire ce choix de dire je veux le mode local, je veux le mode distant ou les deux. D'un point de vue sécurité quand même, surtout si on n'y connaît pas grand-chose, le mode distant,
il est quand même potentiellement le plus dangereux. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas simplement les images. Vous pouvez dire, bon, moi j'ai une caméra dans mon jardin. À la limite qu'un hacker puisse regarder ce qui se passe dans mon jardin, vous dites, bah, je m'en fous. S'il a que ça à foutre dans la vie, c'est son problème. Mais c'est pas que ça le problème. C'est que, comme je l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, il va se créer un lien entre votre LAN, entre ce serveur. Souvent, le soft que vous avez en plus installé éventuellement sur votre PC, vous savez pas trop ce qu'il fait. Et il y a eu des tas de cas où les caméras, par exemple, ces softs-là, ils ont été piratés. Ça a été utilisé pour venir injecter des softs qui sont plus ou moins des malwares. Il y a eu des cas, par exemple, où il y a des petits malins qui s'amusaient à pirater ces fameuses caméras pour injecter dedans des softs qui permettaient de miner de la crypto-monnaie. Et ils minent de la monnaie avec votre argent de consommation d'EDF et votre liaison Internet. Enfin, voilà. Il y a tous ces trucs-là qu'on ne voit pas forcément et qui sont potentiellement dangereux. Alors même si vous avez confiance dans votre prestataire, hein, le risque existe. Hein, il y a toujours un risque. J'y reviendrai tout à l'heure, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais voilà, il faut quand même bien réfléchir. Et si vous restez en local, quand même, normalement, si vous avez fait un petit peu attention, vous avez quand même moins de risques que si vous avez cette ouverture à l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que on perd cet avantage-là, parce qu'on peut dire, ouais, mais moi ça m'intéresse vraiment, quand je suis à mon bureau, de pouvoir voir ce qui se passe chez moi, de pouvoir surveiller mes enfants, ou des trucs comme ça. Enfin, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut. Alors il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est ce fameux ONVIF. Alors ONVIF, c'est l'acronyme de Open Network Video Interface Forum, et c'est lié à une bonne idée en fait de certains fabricants qui ont décidé de faire une sorte de norme pour dire justement c'est un petit peu emmerdant que chaque appareil avant avait sa spécificité, et l'idée en théorie c'est un petit peu un standard, c'est comme USB. Voilà, si je fais un truc USB, je peux m'attendre à ce qu'il marche sur tous les trucs USB. C'est un petit peu ça l'idée. Et ONVIF, c'est ça. C'est en gros, quand une caméra, ou pas forcément une caméra, je veux dire un système qui touche à la vidéo comme ça, respecte le protocole ONVIF, normalement, vous pouvez les brancher ensemble et faire cohabiter. Alors ça, c'est la théorie. Dans la réalité, c'est pas si simple. Il y a pas longtemps, j'ai eu une caméra ONVIF, j'ai passé des heures à essayer de la faire marcher, parce que, en fait, très souvent, malheureusement quand même, ne serait-ce que pour la régler, la caméra, on est quand même obligé d'installer le soft propriétaire, pour au moins avoir accès au réglage de la caméra, pour après pouvoir l'utiliser en ONVIF. Parce que sinon, il y a des caméras, le problème c'est qu'elles sont ONVIF, mais elles sont pas détectées. Alors, faut connaître leur adresse IP, leur nom, leur mot de passe. Enfin, honnêtement, c'est pas toujours si simple que ça. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si elle répond à ce protocole, si on se démerde bien, généralement, on arrivera quand même à les faire marcher. Alors, la connexion et l'installation de ces caméras, c'est plus ou moins facile. Comme j'ai dit, souvent, le constructeur, il a fait un système tout fait, mais qui très souvent va passer justement par le serveur du client. C'est-à-dire en gros, vous achetez la caméra, il vous dit connectez-vous sur le site machin, téléchargez telle appli. Très souvent, il va falloir s'inscrire, c'est-à-dire créer un login mot de passe sur un serveur internet. Et très souvent, c'est des trucs, après c'est simple, on va voir un petit peu dans le détail, mais enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que ces trucs-là, souvent, on maîtrise pas trop ce que ça fait. Mais par contre, si vous n'avez pas quand même quelques connaissances de base sur les réseaux, les IP, les ports, les passerelles, ces machins-là, sortir de cette procédure, des fois, c'est vraiment pas évident. Et je dirais même avec des connaissances, des fois, on galère pas mal. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, très souvent, des fois, on va être obligé, au moins temporairement, de passer par l'install du fabricant. Alors, globalement, ça se passe comment ? Si on a des caméras filaires, généralement, ces caméras, elles vont donc se connecter avec cette fameuse prise RJ45 sur le réseau. Elle peut être donc Power over Ethernet ou pas, c'est-à-dire qu'elle peut servir aussi à l'alimentation, mais dans ce cas-là, ça passe par un boîtier PoE pour alimenter la caméra ou non. Et voilà, on la branche. Généralement, alors, le système qu'on appelle DHCP, qu'on a généralement tous sur les réseaux, va automatiquement allouer une IP à la caméra, c'est-à-dire en fait un numéro, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le serveur. Et derrière, souvent, voilà, quand on installe le programme du client, ils ont un système de scan qui va essayer de retrouver la caméra et permettre d'accéder après à ces réglages. C'est toujours plus ou moins standard. Il y en a là en ce moment, c'est assez la mode, j'ai vu, où il y a un système de QR code.
qui va permettre la caméra filme le QR code, donc elle peut s'authentifier dans certains cas. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, dans les programmes OnVIF aussi standard, il y en a qui scannent, et selon l'implémentation, il y en a qui trouvent plus ou moins certains modèles, mais pas toujours. Des fois, voilà, faut utiliser des utilitaires, des trucs comme le fameux IP scan, qui vont permettre au moins de regarder, retrouver au moins l'adresse IP de la caméra. Caméra qui héberge parfois, justement, comme j'ai dit, un mini-serveur. C'est-à-dire que des fois qu'on branche la caméra, si on repère son IP, on peut essayer de se connecter dessus en tapant l'IP directement dans votre navigateur. Si justement cette caméra héberge un mini-serveur, souvent, voilà, on pourra le faire. Mais comme j'ai dit, souvent c'est de l'ActiveX, c'est pas forcément pratique. Dans le cas des caméras Wi-Fi, là c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la caméra Wi-Fi, pour se connecter à votre réseau Wi-Fi, faut qu'elle le connaisse. Vous savez bien, quand vous connectez à un réseau Wi-Fi, vous devez connaître le nom de votre réseau, le réseau de Philippe par exemple, et généralement c'est conseillé d'avoir mis un mot de passe dessus. Donc la caméra peut pas le deviner. Déjà le nom du réseau peut pas, et encore moins le mot de passe. Donc pour ça, c'est un petit peu galère, parce que il faut que la caméra l'apprenne. Donc là, en gros, il y a deux méthodes principales qui sont utilisées. Soit ces caméras Wi-Fi, elles ont quand même une RJ45, c'est-à-dire on commence à les connecter sur le réseau, puis une fois qu'on a accès à leur réglage, là on peut leur dire le nom du Wi-Fi, le mot de passe. Ou elles ont un autre mode, c'est le mode AP, pour Access Point, où en gros, la caméra, quand on la met en route, par exemple, elle-même, on va la voir comme un point d'accès Wi-Fi. C'est-à-dire avec votre téléphone portable, par exemple, vous verrez que quand vous regardez les réseaux Wi-Fi disponibles chez vous, vous verrez caméra 27, par exemple. Et derrière, en fait, vous vous connectez sur ce Wi-Fi-là, qui vous donne accès justement au réglage. Et alors justement, comme je disais, dans les systèmes d'appairage automatique, c'est souvent un peu comme ça que ça marche, où une fois que le programme qui était connecté à votre réseau actuel est connecté temporairement à celui de la caméra, il vous demande les noms, les mots de passe, et puis derrière il fait sa tambouille, et en gros il relie automatiquement la caméra à votre réseau LAN via Wi-Fi, et derrière il fait la jonction, je veux dire il utilise votre Wi-Fi pour sortir, pour aller sur Internet et sur le serveur du fameux fabricant. Donc voilà en gros un petit peu comment ça se passe. Alors la cybersécurité c'est super important, et c'est souvent, comme j'ai dit, les points faibles de ces trucs-là. Alors je vais quand même vous donner quelques conseils de base. Déjà, évitez les réseaux Wi-Fi qui n'ont pas de mot de passe. Je sais qu'on peut se dire que c'est pratique, mais voilà, chez vous, même si vous avez un réseau invité qui n'a pas de mot de passe pour les gens qui viennent vous voir, faites un autre accès. Voilà, moi je déconseille quand même de mettre les caméras sur les Wi-Fi sans mot de passe. D'ailleurs, j'ai vu que maintenant il y a des fabricants, ils l'empêchent. Ils obligent de toute façon d'avoir un Wi-Fi avec mot de passe. Alors ça, c'est un des trucs les pires pour la sécurité, c'est que généralement tous ces appareils, c'est même pas propre aux caméras, tout ce qu'on branche comme ça sur des réseaux, à la base, ils ont des logins et des mots de passe par défaut. Très souvent, c'est admin password ou admin ou des trucs comme ça. Donc quand vous allez acheter votre caméra, pour y accéder à cette caméra, elle est elle-même protégée par un mot de passe, c'est admin password. Et ça, il faut à tout prix les changer, parce que c'est un des trucs favoris des hackers. Il arrive sur votre réseau, il tape ce truc-là. D'ailleurs, j'ai même vu, moi justement, dans un but de simplification, ces systèmes-là de connexion automatique des caméras, qu'on suit les trucs de base des fabricants, ils les changent pas. La caméra garde son identifiant et son mot de passe par défaut, ce qui est pas bon. Bon, je ferai peut-être un jour une vidéo sur ces histoires de mots de passe, mais enfin, choisissez plutôt des phrases de passe, et si possible assez longues. Par exemple, un truc comme ça. Voilà, j'adore la Vendée 85, vous allez avoir une majuscule, vous allez avoir un symbole, vous allez avoir des chiffres, et c'est relativement long. Ou mieux, même des mots de passe autogénérés. Genre ce truc-là, par exemple. Alors, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez prendre ça c'est très bien comme mot de passe. Maintenant, c'est vrai que le côté mémotechnique d'un mot de passe comme ça, c'est pas ce qu'on fait forcément de mieux. Il y a certains fabricants qui font des progrès quand même, où ils génèrent des mots de passe différents par chaque caméra, et c'est marqué sur l'étiquette de la caméra. Ça, c'est déjà mieux au niveau de la sécurité. Chaque caméra a un mot de passe différent, mais on le connaît, mais ça c'est normal. Une fois que vous le voyez, c'est le mot de passe par défaut, vous l'avez sur l'étiquette de la caméra, et même là, je vous conseille de le changer. Quand vous allez télécharger les applications
pour utiliser. Hein. Comme j'ai dit, très souvent, il faut une appli, par exemple, à installer sur votre PC pour pouvoir voir les caméras. Ne les téléchargez que des sites des constructeurs. Hein, évitez les machins sur les Softonic et tous ces machins-là à la con, parce que très souvent, vous savez pas ce que vous installez, ça vous installe d'autres saloperies à part, ou des machins qui ont été trafiqués avec des malwares. Donc ça c'est important, si au moins quand même vous achetez une caméra de la marque, je sais pas, Toto, au moins allez sur le site toto.com pour télécharger le truc. N'hésitez pas, avant d'acheter, d'installer, de regarder un petit peu sur Google, et si vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes, ou voilà, ça vous donnera quand même une petite idée un peu de la fiabilité. Maintenant c'est vrai que souvent c'est des marques chinoises, des machins qu'on connaît pas trop. Si vous savez le faire, faites un sous-réseau isolé pour vos caméras, ce que je vous conseille vraiment de faire, mais je reconnais que là, je veux dire, faut déjà avoir quelques connaissances. C'est pareil, si vous savez le faire, avant de mettre un soft sur le PC, vous pouvez le faire sur ce qu'on appelle une machine virtuelle. Ça vous permet déjà de voir ce qu'ils installent, de regarder s'ils mettent des trucs au démarrage. Si vous avez un analyseur de flux, ça vous permettra de voir justement qu'est-ce qu'il fait, avec qui il communique et tout. Mais là, je reconnais que c'est facile à dire quand moi c'est une partie de mon travail, donc je connais un petit peu ça, mais je veux dire, voilà, des gens qui c'est pas absolument pas le métier, je reconnais que c'est pas facile à faire. Alors, en même temps, il y a la notion d'enregistrement. Hein, on peut regarder, mais on peut enregistrer. Alors déjà, sur ces caméras, la plupart des modèles permettent de mettre une carte SD, ce qui permet d'enregistrer les images. Et là, souvent, il y a plusieurs modes qu'on peut paramétrer, c'est-à-dire, est-ce que c'est continu? Alors, ça enregistre en continu, et puis une fois que la carte est pleine, ça efface les trucs les plus vieux. Donc, selon la capacité de la carte, par exemple, et la qualité d'enregistrement, je pense, on enregistre une journée. Ça peut être des timelapses. Par exemple, ça prend une image toutes les secondes. Ça peut être que s'il y a du mouvement. Il peut y avoir des zones. Sur certains systèmes, on peut définir des zones sur l'image. Il n'y a que quand il y a des mouvements dans certaines zones que ça déclenche. Ça peut être intéressant. Si vous avez un arbre, par exemple, qui peut bouger avec le vent, pour avoir des faux déclenchements. Vous pouvez faire ça selon des horaires. Vous enregistrez que la nuit, enfin, ainsi de suite. Ensuite, pour regarder les enregistrements, soit on peut le faire à distance via le soft, soit à la limite, hein, moi j'ai une caméra comme ça où si on veut regarder ce qui se passe, il suffit de retirer la carte et de la mettre dans un lecteur et puis de la regarder avec VLC ou n'importe quel soft ici. Enfin voilà, souvent d'ailleurs aussi les softs PC, hein, par exemple moi celui que j'utilise, là je vois mes caméras, à tout moment je peux cliquer sur un bouton, et là pour le coup l'enregistrement souvent se fera sur PC automatiquement. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, dans le cas où c'est un serveur d'un prestataire sur Internet, c'est une option qui souvent est payante. Alors attention, on pensez quand même à un truc, c'est que la loi interdit de filmer l'espace public sans autorisation. C'est-à-dire vous avez tout à fait le droit de filmer votre jardin, vous avez tout à fait le droit de filmer à l'intérieur de chez vous tant que ça vous plaît, mais si vous voulez filmer la route par exemple, ou l'entrée de votre garage, un truc comme ça, normalement vous n'avez pas le droit. Je dirais même, il y a eu des cas, alors c'est de la connerie de la justice, mais où quelqu'un qui avait fait ça, il avait été cambriolé, mais sa vidéo ne pouvait pas être utilisée comme preuve. On s'est même retourné contre lui en disant ouais, vous n'avez pas le droit de filmer. Donc ça, faut y faire attention. Par contre, justement, moi j'avais une caméra comme ça où elle filme une partie de la route, mais là pour le coup, on peut justement masquer certaines zones. C'est-à-dire que ma caméra elle floute par exemple la partie publique. Alors en conclusion, c'est ce que je dis, hein, le risque zéro ça n'existe pas. Faut pas non plus être parano quand même. La plupart des sociétés, même étrangères, elles n'ont pas d'intention malhonnête. Faut pas se dire dès que je vais me mettre sur un truc, c'est forcément des hackers, des trucs comme ça. Mais le niveau de sécurité, comme je dis, il est inconnu. Des fois on travaille avec des serveurs où les mecs la sécurité s'en foutent. Et c'est vrai que souvent en Chine, malheureusement, des fois la sécurité elle est pas terrible. Par exemple quand on utilise des logins mots de passe sur ces boîtes-là, est-ce qu'ils stockent les mots de passe, ce qui est une très mauvaise pratique. Est-ce qu'ils sont audités de temps en temps? Est-ce qu'ils ont des protections eux-mêmes contre les hackers? On n'en sait rien. C'est vrai que derrière, on peut se dire qu'on va prendre des sociétés françaises ou européennes. Alors, est-ce que c'est mieux? Au moins, si en cas de problème, ça sera plus facile de se retourner contre elle, contre une société qui est à Shanghai. Maintenant, est-ce que ça garantit? Dans ma vie professionnelle, j'ai vu des systèmes qui étaient hébergés en France où honnêtement, au niveau de la sécurité, c'était pas top. Et pareil, on pourrait se dire, ouais, mais je vais passer par des professionnels pour installer mon réseau.
Alors là, en effet, c'est plutôt, ça peut être bien, mais c'est comme tout. Dans les professionnels, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Et j'ai vu chez quelqu'un que je connais, un soi-disant professionnel qui avait installé les caméras, le mec s'était contenté de faire le truc de base, il n'avait pas changé les mots de passe et tout, et quand je lui ai même demandé où était le serveur, où était le truc, il savait même pas qu'il y avait un serveur. Donc voilà, le fait d'être professionnel, c'est pas forcément pour ça qu'on est bon. Alors, il y a une solution quand même qui est sans doute la plus sécurisante quelque part, mais alors qui est contraignante, c'est d'utiliser des systèmes comme je vous en avais déjà montré un, hein, je le mettrai en lien de la vidéo, qui sont des systèmes où Wi-Fi ou filaire, où vous avez une boîte sur laquelle vous pouvez connecter un écran, généralement une souris ou un clavier, et ces systèmes-là, ça crée par exemple un réseau complètement indépendant, et si vous ne connectez pas ce système sur votre LAN, c'est-à-dire vous le laissez complètement indépendant, bah lui, il est assez sécurisé, parce qu'il n'est pas accessible de l'extérieur, et il n'est même pas accessible de votre LAN. Donc ça, c'est plutôt bien comme système. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce genre de système-là, bah, vous pouvez regarder les caméras que sur l'écran qui est branché là-dessus, et voilà, dedans, souvent, on peut mettre un disque dur, donc vous pouvez aller regarder ce qui s'est passé et tout. Mais voilà, en fait, c'est ce qui ressemble sans doute le mieux à ce qu'il y avait au début de la CCTV, c'est-à-dire ce que les gens avaient dans les magasins, les trucs comme ça, d'un réseau de caméras avec des magnétoscopes qui enregistraient, voilà, par exemple, pendant un jour, tout ce qui se passait. Mais le fait d'avoir ce truc qui est pas connecté, là, c'est sans doute le truc où vous risquez le moins, en fait, d'avoir des attaques ou des choses comme ça. Enfin voilà. Après, hein, c'est ce que je dis, selon votre niveau de connaissance, quel est votre niveau de risque acceptable, bah, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté. Donc voilà pour cette présentation qui j'espère vous aura intéressé et qui bien sûr hein, s'adresse vraiment aux débutants. Hein. Il est évident que ceux qui ont déjà des connaissances sur les réseaux, les LAN et tout ça n'auront certainement pas appris grand chose. Bon, et ben comme j'ai dit, ça y est, mes vacances commencent et j'en suis très heureux. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Entre autres justement commencer à changer ces caméras. Mais j'ai plein de projets et je ferai sans doute des vidéos. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que samedi prochain, le 6 à 21h, hein, je ferai mon live habituel pour ceux qui veulent discuter avec moi. Tiens Maurice, ça va? Tu voulais me poser une question? C'est quoi ta question? Pourquoi on a inventé le klaxon? Le klaxon, c'est fait pour prévenir d'un danger. La preuve, hein, quand un mec se marie, tout le monde klaxonne. Ça prouve bien. Bah là-dessus, si comme moi vous avez la chance d'être en vacances, bah profitez-en bien. Sinon, bon courage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.